Eh bien, bonsoir à tous. C'est un grand honneur et un grand plaisir pour moi d'ouvrir cette séance de l'Université d'été d'Andorre. Et j'ai été particulièrement heureux puisque notre thème, c'est les arts au XXIe siècle, que le président du gouvernement, Anthony Marty, ait insisté par trois fois, sur la dimension critique que doit avoir et qu'a en réalité l'activité artistique. Ça ne pouvait pas mieux tomber pour moi puisque je voudrais insister dans cette conférence précisément sur cette dimension critique, c'est-à-dire la manière dont s'articule dans l'activité artistique, aussi bien d'ailleurs du côté de l'artiste que du côté du spectateur, et nous verrons que la personne qui va servir de guide à ces réflexions a, à la place du spectateur, créé un mot, le regardeur. Et le regardeur est quelqu'un qui regarde, c'est-à-dire qui garde, qui prend, mais une deuxième fois. Et c'est peut-être le symbole le plus clair de ce qu'est l'esprit critique. Il y revient à deux fois avant de croire ce qu'il voit, avant de croire ce qu'on lui dit. Et donc le titre qui m'a été proposé pour cette conférence, « Création artistique et création de pensée », propose d'emblée une antinomie entre l'art et la pensée. Antinomie ancienne dans la tradition occidentale, qui oppose la logique du discours, de la pensée, et la sensibilité qui est du côté, ou qui serait du côté de l'art. En suivant cette tradition philosophique, on serait amené à conclure à une espèce d'incompatibilité, d'irréconciliabilité entre le sensible et l'intelligible. Et c'est à cause de cela que Platon, je n'ai pas peur de remonter haut dans notre tradition, avait résolu d'expulser de sa cité idéale les peintres et les poètes, parce qu'il considérait que ces artistes, maîtres des techniques du semblant, de l'apparence, ne pouvaient que pervertir des esprits que, quant à lui, Platon, il voulait éduquer dans les règles rigoureuses de la rationalité. Les arts mimétiques, ceux qui jouent sur la capacité à faire prendre la représentation d'une chose pour la chose elle-même, étaient à ses yeux aussi condamnables que le mensonge. 2000 ans après Platon, notre culture n'est pas totalement sortie de ce dilemme entre le sensible et l'intelligible. Le discours, le logos, s'oppose toujours dans notre conscience au monde de l'image, d'une certaine façon comme le bien s'oppose au mal. Et ce n'est pas le développement de la télévision, d'Internet et de tous les appareils dont nous sommes aussi aujourd'hui chargés qui a amélioré le statut symbolique de l'image. Bien, je voudrais reprendre cette question de l'opposition du sensible et de l'intelligible en m'appuyant sur un artiste, un des artistes les plus singuliers du XXe siècle, il faut bien dire, qui a consacré tout son temps, toute son œuvre, si je puis dire, à réfléchir sur cette question. Je veux parler de Marcel Duchamp. Je rappelle ces dates, 1887-1968. Lorsque... Ah non, pardon, on avait déjà mis la première image. Lorsque, en 1913, Marcel Duchamp expose Nu descendant l'escalier, un tableau qu'il a peint en 1912, il expose à l'Armory Show à New York. Il est un peintre, parmi d'autres,
héritier déjà de la tradition impressionniste, de la tradition cubiste. Nu descendant l'escalier, de ce point de vue-là, une réussite picturale indiscutable. L'exploration intelligente des dernières innovations esthétiques de l'avant-garde, telles que le cubisme l'a représenté à l'époque. D'ailleurs, le tableau est salué par la critique. Il est exposé plusieurs fois dans les années qui suivent, parfois même dans le cadre de l'école post-impressionniste, comme ce fut le cas à Portland en 1913. Sur la foi de ce succès de peintre, d'une certaine façon on pourrait dire de peintre de la tradition, Duchamp est invité en 1917 à exposer à la Society for Independent Artists. Mais il dit qu'il n'en verra rien. Il refuse cette invitation. Ou plutôt, il ne se présente à cette exposition que masqué, ayant secrètement fait livrer pour le lieu de l'exposition une œuvre signée d'un certain Robert Mutt, intitulée Fountain, œuvre qu'il venait de réaliser donc en 1917. Cette œuvre bien connue de tout le monde, provocation bien connue de tout le monde, est le premier ready-made proposé pour une exposition. Le comité de sélection refusera d'accepter cette œuvre pour la faire figurer dans l'exposition. Mais grâce à un stratagème, et en particulier à un photographe, Stieglitz, qui va immortaliser l'œuvre comme étant destinée à cette exposition, cette œuvre refusée aura en fait une carrière artistique sans équivalent. 100 ans ont passé. Toute personne un peu informée de l'art sait que le ready-made est un objet produit industriellement qui est proposé par un artiste comme un objet d'art. L'artiste ne prétend pas l'avoir fait, il l'a seulement choisi et d'une certaine façon signé. On connaît aussi la postérité extrêmement riche qu'a eu ce geste, d'une certaine façon, on pourrait dire anti-artistique, qui rompt avec la tradition, qui faisait du métier, de la compétence technique du peintre, de sa pratique, l'une des caractéristiques essentielles de l'artiste. Ce faisant, cette tradition inscrivait l'artiste dans une grande généalogie, dans la grande famille qui va de l'artisan médiéval à l'artiste moderne. Avec le ready-made, cependant, cette lignée est brutalement interrompue. Et l'œuvre d'art se trouve désormais coupée de la main manufacturière, du savoir-faire même de l'artiste. L'objet industriel, la production en série, la machine elle-même, en tant que productrice de ces objets, se trouve prendre place là où était traditionnellement l'œuvre amoureusement travaillée par la main de l'artiste. Montrée dans le musée, présentée comme une œuvre d'art, le ready-made offrait à ses spectateurs un nouveau mystère. Non plus le mystère d'une subjectivité, de l'âme de l'artiste, cette âme qui s'exprime dans la matière, dominée par son geste, mais un mystère résultant de la présence, dans l'espace choisi, très particulier, de la galerie ou du musée, d'un objet que tout le monde connaît, que chacun a peut-être acheté ou utilisé. Bref, un objet industriel. Et il y en a d'autres dans l'œuvre de Duchamp, une pelle à neige, un porte-bouteille, bref, des objets que l'on connaît déjà depuis un siècle dans l'histoire de l'art.
On a cru à l'époque, et peut-être que certains croient toujours, qu'il s'agissait d'un canular, bien dans le goût des provocations que le groupe Dada émettant à la même époque. Personne ne peut dire si l'ironie ne joua pas un rôle dans le geste profanateur de Duchamp. Cela est même probable. Mais nous devons constater que ce canular, s'il s'agit d'un canular d'ailleurs, est entré dans notre culture comme un des gestes les plus significatifs du XXe siècle. Et je ne ferai pas l'injure à Duchamp de penser qu'il n'en fut pas lui-même très vite conscient. Reste donc aujourd'hui à nous interroger sur ce mystère de l'objet industriel intervenant au cœur de notre culture. Pour nous aider à comprendre cet événement, je voudrais brosser rapidement le cadre historique dans lequel prend place ce geste provocateur. Il faut construire ce cadre pour pouvoir comprendre à la fois la signification à l'époque de ce geste et la signification pour nous aujourd'hui. Je suivrai donc deux histoires relativement indépendantes qui aboutissent au ready-made et à toutes les formes contemporaines de création qui s'appuient, comme par exemple dans le domaine de la musique, le sampling, sur la reprise d'éléments eux-mêmes déjà constitués dans l'industrie, que ce soit l'industrie manufacturière, l'industrie musicale, le disque. Pour que l'objet industriel puisse, en effet, être présenté comme un objet d'art sous le nom de ready-made, deux transformations historiques à long terme doivent avoir développé leurs effets. Premièrement, l'industrialisation du quotidien. Deuxièmement, l'émergence d'un jugement esthétique fondé sur l'opinion, c'est-à-dire fondé non pas sur le savoir des spécialistes, des historiens, mais sur le rapport qu'un très vaste public entretient avec les œuvres. Seule la rencontre de ces deux conditions permet de comprendre que le ready-made se soit imposé comme un geste artistique significatif et soit finalement entré dans tous les musées d'art du monde après avoir été rejeté la première fois qu'il fut présenté. Alors, si vous le voulez bien, reprenons cette histoire sous ses aspects techniques d'abord. Le XIXe siècle ne voit pas seulement se développer l'industrialisation des objets manufacturés. On n'assiste pas seulement en Europe à la fin de l'artisanat et, conséquemment, à la fin des guildes et des compagnonnages qui avaient, durant des siècles, assuré la transmission des savoir-faire. Le XIXe siècle est aussi, et c'est cela qui nous intéresse évidemment, est aussi une période de transformation fondamentale du mode de production des biens intellectuels ou artistiques. Il suffit de mentionner le développement de la presse, le développement de l'édition, grâce aux imprimeries à vapeur, puis aux rotatives, qui vont exercer des effets certains sur la production des écrivains eux-mêmes et sur la création littéraire elle-même. Un écrivain comme Zola revendiquera ainsi, pour lui et pour ses confrères, ce qu'il appelle le marché démocratique. Marché démocratique, expression qui renvoie d'une part à l'idée d'une large diffusion, un marché, et d'autre part à l'idée de démocratie, c'est-à-dire d'un large public qui va émettre un jugement et évaluer les artistes ou les écrivains. Dans le domaine des arts visuels, la situation est plus révolutionnaire encore.
Là, il ne s'agit pas seulement d'une évolution quantitative, les rotatives vont plus vite que les modes d'impression antérieurs, mais il s'agit bien d'une révolution provoquée par des inventions techniques concernant l'image. Je fais référence, bien évidemment, à la photographie qui va changer complètement la position du peintre dans le monde des images. Et ceci sera immédiatement suivi par la chromolithographie, qui va reproduire les œuvres d'art en couleur pour la première fois. À partir de 1873, on va voir apparaître des œuvres d'art en images couleur. Tout cela va changer complètement le statut de l'œuvre d'art en tant qu'elle est reproduite dans des livres, sur des cartes postales, etc., etc. Dès cette époque, on a perçu les effets que ces inventions avaient et auraient sur les arts visuels. La photographie, en particulier, est immédiatement apparue comme une concurrente directe d'une peinture qui était alors essentiellement figurative et de tendance réaliste. Quelques décennies plus tard, Walter Benjamin analysera les conséquences de ce processus de la reproductibilité technique de l'image auquel je faisais allusion, qui transforme les œuvres d'art précisément en images. Enfin, dans cette brève série, André Malraux tirera les conséquences de ce phénomène en annonçant l'avènement de ce qu'il appelle le musée imaginaire. Et comprenons bien ce que c'est que le musée imaginaire. C'est un espace mental dans lequel toutes les œuvres de toutes les époques et de toutes les cultures peuvent coexister parce qu'elles sont d'abord, et du fait de leur reproduction photographique, multipliées dans les livres et arrachées au cadre culturel, au cadre anthropologique qui les a vues naître et dans lequel elles avaient une signification. Transportées dans le livre et dans cet espace mental du musée imaginaire, les œuvres d'art vont fonctionner, vont signifier autrement. En réalité, la révolution qu'apportent ces inventions techniques concerne à la fois le mode de production de l'art, on l'a vu pour la littérature, on pourrait dire que les fauves, par exemple, lorsqu'ils utilisent directement la peinture qui sort des tubes, sont aussi là des artistes qui tirent profit de quelque chose de tout à fait nouveau. Jusqu'à présent, vous savez, on faisait ces couleurs soi-même. Chaque artiste fabriquait avec des pigments ses couleurs pour ses tableaux. Désormais, on a de la peinture dans les tubes. Et donc, les fauves vont utiliser directement la peinture au sortir du tube. Et on voit comment, ici, une invention technique se retrouve immédiatement dans la production d'un tableau. Mais de manière beaucoup plus fondamentale, à mes yeux, ce qui est en jeu à ce moment-là, c'est une transformation du mode de perception et du mode d'appréhension des œuvres. Et tous ces bouleversements, qui sont liés à l'industrialisation, eurent de profonds effets sur les processus de connaissance et les catégories de la perception. Parmi tous ceux qui ont travaillé sur cette question, je reviens à Walter Benjamin, qui a souligné que la prise de contact avec l'œuvre d'art, la manière que l'on a d'avoir un rapport avec le tableau, d'une part, et avec l'œuvre reproduite, d'autre part, arrache de fait l'image, l'œuvre d'art, à ce mystère, ce qu'il appelle le mystère de la présence-absence. Sur un tableau traditionnel, prenez un tableau de Chardin, la Raie, ou prenez une nature morte, ou un
un tableau du roi. Le roi est présent devant nous, et puis il est absent, bien sûr. Mais cette présence-absence est ce que nous percevons dans notre rapport à l'œuvre, et c'est ce que Walter Benjamin appelait l'aura du tableau, ce mystère de la présence-absence. Eh bien, cela disparaît, nous fait-il remarquer, dès lors que nous approchons non plus le tableau lui-même, mais l'image, la reproduction de ce tableau. La multiplication des reproductions, et par conséquent le fait que le spectateur entre de plus en plus en contact non avec des œuvres, mais avec des images, engendre des effets bien au-delà de la question de ce mystère de l'aura. La reproductibilité a aussi pour conséquence de jeter les produits de l'activité picturale traditionnelle, le travail du peintre, dans un univers désormais rempli d'images. La peinture, qui pendant des siècles avait le privilège d'être la seule à produire des images, désormais se retrouve dans un monde encombré d'images. Et plus ça va d'ailleurs, plus notre monde est encombré d'images. Des images produites par la presse, des images produites par les magazines, des reproductions dans des livres, et puis évidemment, aujourd'hui, toutes ces images que nous produisons quand nous nous baladons dans un musée, aujourd'hui, avec une tablette, on voit très souvent des gens qui photographient quelque chose puis qui regardent après le tableau, hein, et qui vivent dans ce moment-là cette différence entre le tableau lui-même et sa reproduction. Dans cette grande sérialité iconique, la multiplicité infinie des images, le tableau peint, l'image traditionnelle, perd non seulement son aura, mais ce que j'appellerais sa responsabilité, son irresponsabilité. Qu'est-ce que je veux dire par irresponsabilité de l'œuvre d'art traditionnelle? Je veux dire que l'œuvre d'art peinte, lorsqu'elle apparaissait depuis la Renaissance jusqu'au XIXe siècle, faisait partie de ce qu'on pourrait appeler une institution, l'institution du pouvoir symbolique. Hein. C'était une représentation du roi, c'était une représentation d'une bataille. C'était un saint, c'était tout un ensemble dont l'image était seulement une partie d'un grand dispositif symbolique qui intégrait sous la responsabilité du pouvoir monarchique, du pouvoir de l'Église, des grands seigneurs, etc., intégrait la peinture à un système de signification. Et ces systèmes de signification, bien entendu, ils répondaient à des règles de comportement et d'interprétation auxquelles le spectateur se soumettait. Il voyait l'image dans son rapport à, que ce soit l'histoire du Christ ou l'histoire politique de son pays. Il y avait donc un cadre, et l'image n'était pas regardée elle-même, comme nous faisons aujourd'hui, comme un tableau. Aujourd'hui, nous sommes habitués à ce que j'appellerais une vision muséale de l'art, qui nous invite à regarder même un Giotto, une peinture médiévale, une peinture de la Renaissance, un Velázquez, comme un tableau. Ils n'étaient pas exactement des tableaux parce qu'ils faisaient partie de ces ensembles. À l'époque de leur production, ces œuvres sont apparues dans ce cadre institutionnel, l'Église, le château fort. C'était l'image d'un saint, c'était l'image d'un roi, d'une ville ou d'un paysage dans lequel le spectateur reconnaissait les marques d'une structure sociale, d'un événement remarquable, etc. Et ce dispositif institutionnel de perception empêchait, dans une large mesure, qu'une lecture
formelle du tableau comme tel fut possible. La possibilité de voir et comprendre ces œuvres était intimement liée au cadre institutionnel dans lequel elles étaient offertes. Or, deux évolutions allaient se produire concomitamment qui verraient le développement d'une nouvelle structure, le musée, et l'autonomie grandissante de l'art. Le XIXe siècle inaugure en effet un nouvel espace où va apparaître l'art tel que nous le concevons aujourd'hui. Et c'est le musée. Avec lui, les œuvres sont extraites de leur cadre culturel, de leur cadre institutionnel d'origine, pour être données à voir dans un espace apparemment plus neutre, mais peut-être seulement en apparence, plus neutre, puisque le musée aussi est un ensemble de règles, de rapports à ce que nous voyons. Ce transfert des œuvres dans l'espace du musée modifiera fondamentalement les conditions de la perception et de la compréhension des œuvres. Je rappelle la phrase fameuse de Maurice Denis, qui constitue à cet égard vraiment un point de référence de l'évolution de notre rapport à la peinture. Maurice Denis, qui était un peintre post-symboliste, nabi, il avait coutume de dire à ses élèves, autour de 1905, « Se rappeler qu'un tableau, avant d'être un cheval de bataille, une femme nue ou une quelconque anecdote, est essentiellement une surface plane recouverte de couleurs en un certain ordre assemblé. » Eh bien, cette phrase que Maurice Denis répétait à ses élèves, elle caractérise le regard que nous avons aujourd'hui face à ces tableaux. Nous oublions les anecdotes, nous oublions que beaucoup des tableaux que nous voyons étaient liés à une croyance, étaient liés à un pouvoir, une institution, pour y voir une surface peinte, organisée en tableau. Cet aphorisme 100 fois répété caractérise le nouveau point de vue sous lequel le tableau doit être considéré par le peintre tout autant que par le visiteur des musées. Et ce point de vue du regardeur moderne aurait tout simplement été impensable au siècle précédent. Désormais, l'œuvre d'art sera conçue et appréciée en dehors de toute référence narrative, symbolique, religieuse ou même descriptive. Une peinture n'est jamais que de la couleur sur de la toile. Et c'est ça le credo moderniste qui va donner lieu à 3/4 de siècle de peinture au XXe siècle. Avec le musée, c'est donc créé une nouvelle modalité culturelle de rapport à l'œuvre d'art, qui invite à une perception et à une jouissance des œuvres, notamment des œuvres du passé, indépendamment de toute référence à leur fonctionnalité première, religieuse, politique, etc. La spécificité de l'expérience esthétique permise par le musée modifia donc le regard du public sur les œuvres et bientôt les œuvres elles-mêmes, comme le montre la phrase de Maurice Denis, puisqu'il s'adressait à de futurs peintres. L'autre évolution qui commence au XIXe siècle est, comme on l'a vu tout à l'heure, le développement des moyens de reproduction technique des œuvres d'art. Il s'ensuit ici aussi que l'art apparaît également en dehors des espaces sacrés qui avaient construit historiquement le mode d'approche, le palais, l'église, et aujourd'hui, il faut même ajouter le musée qui déjà est en train de se transformer.
Dès lors que les trésors de la peinture et de l'art universel devenaient disponibles sous la forme de leur image, dans des livres, dans des cartes postales, dans des chromos qu'on pouvait accrocher sur son mur, c'était encore une nouvelle histoire de la perception de l'art qui s'ouvrait. Et par conséquent, une nouvelle histoire de l'art lui-même qui commençait. Histoire de l'art au sens de l'histoire que font les artistes dans leur travail. Elle allait, durant tout le XXe siècle, cohabiter avec la modalité muséale, dont j'ai parlé tout à l'heure, et elle perdure encore d'une certaine façon aujourd'hui. Mais, à partir du moment où l'image échappait au contrôle des seuls artistes, pour entrer dans ce vaste champ professionnel des photographes de presse, des journalistes, des publicitaires, et aujourd'hui de tous les propriétaires de smartphones et de tablettes, qui passent leur temps à capturer les images, à les envoyer, etc., à les faire circuler, toute cette circulation, le pouvoir de faiseur d'images des artistes leur échappe. Et donc l'image même tente à leur échapper par sa prolifération elle-même. Dès lors, il fallait bien que l'artiste réaffirme d'une certaine façon la singularité de son savoir-faire, de son pouvoir esthétique, mais cette fois non plus par une compétence technique, savoir bien peindre, poser comme il faut la touche sur la toile, ce n'est plus cela qui va lui permettre d'exprimer sa spécificité, sa singularité. Mais c'est, je dirais, une règle éthique qu'il va se fixer. Règle éthique dont le champ d'application ne peut être que l'instrumentalisation visuelle. Le visuel comme une question, non plus comme l'espace où se produisent des images, mais l'espace où produire des images devient un problème. Il lui faut, à l'artiste d'aujourd'hui, rendre l'évidence de l'image, évidence multipliée à proportion de la multiplication des images, il faut rendre cette évidence problématique. Il lui faut questionner l'innocence de l'image, combattre la croyance que toute image est lisible, que toute image est transparente, que le langage de l'image est lui-même transparent. Et nous avons besoin de cet esprit critique à l'égard de l'image. Et d'ailleurs, je demande depuis des décennies que l'on inscrive la lecture de l'image au même titre que la lecture du texte à l'école. Car les enfants d'aujourd'hui absorbent au moins autant d'images qu'ils n'absorbent de textes. Or, ils sont la plupart du temps dépourvus des instruments d'analyse qui leur permettraient de douter d'une image comme on sait douter d'une phrase. Cette crise, cette mise en crise de l'image par l'artiste va orienter toute la production jusqu'à aujourd'hui. Et si j'ai choisi Marcel Duchamp pour nous accompagner, c'est parce que je pense que son œuvre est véritablement celle qui a thématisé de la manière la plus conséquente cette dimension critique, aussi bien critique sociale que critique épistémologique, dans le cadre des arts visuels. J'ai rappelé tout à l'heure que Marcel Duchamp avait inventé l'objet ready-made. Et nous avons encore en face de nous un objet ready-made. On oublie trop souvent que Marcel Duchamp a aussi inventé l'image ready-made, c'est-à-dire regarder l'image comme quelque chose qui est toujours déjà là. Alors, excusez la mauvaise reproduction, c'est une mauvaise reproduction d'un mauvais tableau, d'un mauvais peintre, je tairai son nom,
Mais ce qui est intéressant, c'est que cette mauvaise reproduction, Marcel Duchamp l'a prise et l'a exposée. Ce n'est pas lui qui a peint ce sous-bois avec quelques bouleaux et un peu d'eau en bas, non. Mais il l'a exposée, de la même façon qu'il avait exposé la fontaine. C'est-à-dire que sous le nom de pharmacie, il nous apprend à regarder d'un deuxième regard, d'un regard critique, comme ce sera le cas pour cette image, qui est une image publicitaire. C'est-à-dire qu'il prend les images là où elles sont désormais, dans la publicité, dans les magazines, dans l'environnement au sein duquel nous vivons, et il les transporte dans un lieu, la galerie, qui nous oblige à les regarder autrement que nous ne les regarderions en feuilletant un magazine ou en rencontrant une publicité. Duchamp avait compris que l'artiste ne se trouvait plus seulement en face des chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art, mais qu'il était confronté à toutes les images produites par les moyens modernes de production et de reproduction. Et donc une conscience nouvelle de l'image était liée à cet élargissement qui faisait de l'image un langage spécifique accessible à tous. Si les publicitaires, commerciaux ou politiques pouvaient manipuler les images, et ils ne s'en privèrent pas tout au long du XXe siècle, l'artiste se devait, c'était là son devoir éthique, de mener une réflexion conséquente sur ces manipulations concernant la structure et les effets produits par les images. L'art entrait de ce fait dans l'orbite de la réflexion, et là nous rejoignons le titre de notre conférence, l'art et la réflexion. L'art entrait donc de ce fait dans l'orbite de la réflexion métapicturale. Il n'était plus possible de dessiner ou de peindre des images sans réfléchir au fait que l'image en général était devenue, en échappant au seul et très limité monde de l'art, une stratégie publique, une stratégie dirigée vers le public ou vers les publics. Et puis, il faut que j'aborde la deuxième histoire qu'il faut avoir présente à l'esprit pour comprendre la situation contemporaine du rapport de l'art et de la pensée discursive. Et cette deuxième histoire est celle du jugement esthétique. Au terme des évolutions techniques et sociales que je viens de rappeler, est appelé art, on appelle art, ce que le public reconnaît comme art. Du fait qu'il admet d'en débattre, qu'il admet d'aller le voir dans un musée, qu'il admet à ce propos d'exprimer son sentiment à l'égard des objets qui lui sont présentés. Dans les jugements esthétiques qui s'énoncent à tout moment, pour apprécier ou pour dénigrer éventuellement les œuvres, la sensibilité et la raison du public collaborent. Lorsque je dis « j'aime », même si je n'ai pas véritablement réfléchi à ce que je veux dire lorsque je dis « j'aime », je fais se rejoindre en moi une perception et une réflexion. Et on aperçoit immédiatement les conséquences de cette modification. Le goût, le jugement, le bien ou le beau n'est plus décidé par l'académie, par des spécialistes. Non, tout le monde, vous, moi, tout le monde dans la rue est juge de ce qui est art. Et les artistes dès le XIXe siècle l'ont bien compris. Ils ont refusé les salons académiques et ils ont créé le salon des indépendants, le salon des refusés également, qui était refusé par l'académie. Et le motif de ces salons, c'était ni prix, ni jury. C'est-à-dire qu'il n'y a plus une autorité qui décide ce qu'est le bon art, mais il y aura le public, on va lui proposer, et ce public jugera.
En proclamant comme devise « ni récompense ni jury », les artistes se plaçaient sous l'autorité du jugement du public, de préférence à celui des spécialistes. Sans doute, ces artistes savaient que le public n'apprécierait pas immédiatement leurs tableaux. Et les impressionnistes, vous le savez, ont dû attendre presque un siècle pour être acceptés par le public. Mais ils avaient décidé que c'était du public que devait venir le jugement. L'idée que le public est celui à qui s'adresse l'œuvre d'art, c'est ce que Duchamp va fixer dans une phrase fameuse lorsqu'il dit « ce sont les regardeurs qui font le tableau ». En tant qu'artiste, il se dépossède largement du tableau et il pose comme nouveau principe que l'art existe dans la double relation entre l'artiste qui propose et le public qui dispose, discute. C'est un pari. C'est un pari et c'est véritablement le maître mot pour des artistes qui ne voulaient désormais reconnaître que le jugement public, fût-il tardif. Dès lors que le jugement esthétique sera émis par tous, et non pas par quelques épiphieuses, ce jugement sans critères se présentera comme une attente de sens, une ouverture, une promesse de sens, ce que Duchamp précisément appelait la forme impossible du possible. Il faut bien admettre que cette irruption de ce que, par analogie, on pourrait appeler la démocratie dans le jugement artistique, sema, et sème encore, une confusion indescriptible dans le monde de l'art. Qui n'a ressenti la difficulté à évaluer? Oui, la difficulté est énorme parce qu'on était obligé d'y mettre du sien. C'est ça qui change tout. C'est la fin des normes. Que deviennent donc les spécialistes du jugement, les critiques? Comment vont travailler les conservateurs de musées? Il serait sage pour eux d'attendre que le public, c'est-à-dire l'histoire, ait émis son oracle. Qui acceptera d'avouer ne pas savoir? La situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, notre situation, puisque nous vivons toujours dans l'attente d'un sens qui ne vient qu'infiniment lentement à l'évidence, notre situation est prise dans ce dilemme. L'artiste non plus, d'ailleurs, ne saurait y échapper, raison pour laquelle Duchamp a voulu assumer, et en cela aussi il s'est montré précurseur, à la fois la tâche d'artiste, producteur d'œuvres, et la tâche de critique. Lui-même mélangé, il a écrit sur ses propres travaux, créant ainsi ce dialogue entre l'œuvre, qui s'adresse à la sensibilité, et le discours critique, qui lui s'adresse à l'intellect. Et il ne saurait en être autrement au terme d'une histoire qui place l'art devant son juge, le public, et en face de sa responsabilité à l'égard d'une société des images. Désormais, l'art doit se faire son chemin dans notre culture en fournissant à la fois des objets et des pistes de réflexion, à partir desquelles la discussion pourra prendre son essor et peut-être un sens émerger. En l'absence d'une jurisprudence, l'art ne peut que proposer, comme disait encore Duchamp, la figuration d'un possible. Duchamp est très clair là-dessus. L'art ne pourra pas, à l'époque de son intégration dans le flux des images infiniment multiplié par la production industrielle, ne pourra être qu'une entreprise critique à l'égard de ce qui s'établit toujours et spontanément comme figure normative du beau.
Alors, il serait trop long de multiplier les commentaires autour de Duchamp. Je voudrais juste, pour conclure, rappeler que Duchamp, toujours très habile à trouver des formulations singulières, préférait appeler ces objets qu'il fabriquait, ce qu'on appellerait dans un musée un objet d'art, il les appelait des objets d'art, où le mot d'art renvoie à darder, au poignard, à ce qui pointe, à ce qui effectue ce que Roland Barthes appelait le punctum, ce qui me pointe. L'objet, il n'est pas un objet d'art, il n'est pas l'art qu'il faut admirer. Non, il est quelque chose qui s'adresse à moi et qui appelle en retour une réponse à la fois de ma sensibilité et de mon intelligence. Je m'aperçois que j'ai été beaucoup trop long. J'ai 5 minutes. J'ai 5 minutes. J'ai 5 minutes. Eh bien, en 5 minutes, je vais prendre un exemple de Duchamp. Voilà, non pas une œuvre d'art, mais ce que j'appellerais un dispositif artistique. L'œuvre s'appelle « Étant donné », le gaz, la chute de l'eau. Titre de l'œuvre à laquelle Duchamp a travaillé 22 ans et qu'il a gardé caché jusqu'à sa mort. Étant donné, 1, le gaz d'éclairage, la chute de l'eau. Ce qui est donné dans cette œuvre, c'est rien. C'est une espèce d'écran que vous voyez au musée de Philadelphie, vous voyez cette porte. Et interrogé par l'étrangeté de trouver cette pièce dans le musée de Philadelphie, peut-être vous allez vous approcher et peut-être vous vous rendrez compte qu'il y a quelque part percé dans cette porte un petit trou, par chance juste à la hauteur de votre œil. Et par ce petit trou, vous allez découvrir quelque chose. Ce n'est pas un ready-made, ce n'est pas une porte simplement qui nous est proposée, c'est le début d'un spectacle. Et derrière, qu'est-ce que vous allez découvrir? Ceci. Vous allez découvrir les grands mythes de la peinture, nu et paysage. Il y a quelque part en haut une petite chute d'eau, un petit moulin qui tourne. Il y a le bec O'Hare qui est au bout de la main de la femme, et puis cette femme. Vous découvrez une image, des objets, des références culturelles, mais vous vous situez vous-même, vous vous trouvez mis en situation par le dispositif de la porte avec son petit trou, et puis vous vous apercevez à un moment donné qu'entre la porte et l'image, vous avez ce mur où vous envoyez la découpe plus facilement à l'endroit du ciel. Que fait Duchamp? Il nous montre que ce qu'il y a à voir, ce qui est donné à voir, ce n'est pas seulement ce paysage romantique avec sa petite chute, ce n'est pas ce grand mythe de toute la peinture, la femme nue, ce n'est pas l'anecdote, mais c'est véritablement un acte qui consiste à regarder, s'apercevoir qu'il y a différents écrans, la porte, le mur de briques, et puis finalement le spectacle. C'est-à-dire, c'est nous apprendre à opérer une critique de ce dispositif mental qu'est la perception de l'art. Rien ne peut être vu directement, simplement. L'image n'est pas simple, elle ne se donne pas simplement, elle se donne dans un dispositif
qui nous rend à nous une partie de la responsabilité que jusqu'alors seul l'artiste assumait. Seul l'artiste était responsable du tableau dans l'ancienne conception, disons, renaissante de l'art. Dans l'art contemporain, dans l'art moderne, dans l'art qui peut se développer aujourd'hui dans une civilisation de la multiplication des images, il faut que chaque regardeur, y regarde à deux fois, qu'il sache qu'il regarde à travers des filtres, la porte, le mur de pierre, et que le spectacle qui lui est offert est un spectacle qui lui est donné sous condition. Il faut donc que la dimension critique, il faut donc que la réflexion intellectuelle s'empare de notre perception sensible pour la rendre plus intelligente, pour lui donner cette distance critique qui fait que, comme le disait le président du Parlement tout à l'heure, l'art d'aujourd'hui puisse contribuer véritablement à faire avancer dans notre société l'esprit critique. Merci de votre attention.